marché financier s'effondre inexorablement. La crise financière, en 2 jours, les bourses sont passées de l'euphorie à la déprime. Crise économique de grande ampleur aux États-Unis. Wall Street est toujours en nette baisse ce soir. Ce nouveau krach a gagné l'Asie puis l'Europe. Souvenez-vous, c'était en octobre 2008, il y a tout juste un an, un violent séisme provoquait l'effondrement des bourses du monde entier. Depuis, on nous a tellement parlé de la crise qu'on a l'impression de la connaître par cœur. Mais dans le feu de l'action, en a-t-on bien expliqué les véritables causes? Pas sûr. Pour savoir enfin ce qui nous arrive, le meilleur moyen est encore de revenir en arrière jusqu'aux origines d'un système devenu fou. Comment la finance et la bourse ont-elles réussi, depuis maintenant 30 ans, à prendre le contrôle total de l'économie? Pourquoi subissons-nous des cracks à répétition qui nous plongent à chaque fois dans l'inconnu? Voici donc, en 10 dates clés, le compte à rebours d'un immense ratage. 10 repères historiques pour nous aider à comprendre comment une fusée ultra sophistiquée qui devait nous amener vers les sommets de la croissance s'est lamentablement écrasée au sol. Vous le remarquerez, le scénario des crises boursières est toujours le même. Une bulle spéculative se forme, puis enfle sans limite, jusqu'au jour où une étincelle déclenche une explosion dévastatrice. À l'automne 2008, ce sera la faillite d'une grande dame de la banque d'affaires américaine, Lehman Brothers. À partir du moment où Lehman fait faillite le 15 septembre, il ne faut que quelques jours pour que l'ensemble du système bancaire mondial se retrouve totalement en apesanteur et qu'on ait un blocage complet du crédit dans le monde entier. Donc Lehman, ça reste une des plus grandes erreurs de politique économique depuis la montée des taux par la Fed en 1930. Si une banque comme Lehman Brothers peut faire faillite, donc valoir zéro, que vaut une banque comme BNP, comme Société Générale, comme Citigroup, comme Bank of America? Et là, catastrophe, parce que toutes les autres banques se disent « je peux mourir demain ». Donc au lieu de fermer une banque, on a mis la suspicion sur toutes les banques. Alors quand on voit ça, dans un premier temps, c'est vrai qu'on se dit, bon, si le gouvernement américain prend ce risque, peut-être que c'est calculé. Ils ont sécurisé le périmètre. Et puis on arrive lundi matin au bureau et puis on se rend compte qu'en fait rien n'a été préparé. Donc que font les investisseurs dans le monde? Ils s'envoient des mails avec un titre très simple, « Who's next ?» Ça veut dire « c'est qui le prochain ?» Et là c'est très simple, vous faites la liste de tous les clients de Lehman Brothers. Et manque de peau, il y a tout le monde. Et en France, même la Banque Postale, qui n'est quand même pas un modèle de banque spéculative, même elle travaille avec Lehman Brothers. Donc évidemment, tout le monde est mis en cause. Et là, tout devient possible, et donc on perd tous nos repères, et c'est la fuite en avant, c'est la dégringolade complète. This is absolutely stunning. Wall Street has seen very, very few days like this. La faillite de Lehman Brothers n'aurait donc été qu'une péripétie si elle n'avait provoqué un krach boursier sans précédent. Imaginez, 30 000 milliards de dollars partis en fumée. La crise financière se prolonge en crise économique, la plus grave depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et là, nous sommes tous concernés, pas seulement les boursicoteurs. Nous, les travailleurs, nous sommes la majorité et on ne se laissera pas diriger par les riches de la minorité. Comme des moutons, on va se bagarrer, on va montrer les dents. Dans le chaos ambiant, un vieil acteur qu'on croyait définitivement retiré de la scène économique a fait son comeback, l'État. Quand le monde de la finance s'est écroulé sous nos yeux, lui seul et personne d'autre pouvait encore jouer le rôle du sauveur suprême. Tous les gouvernements ont bazardé le sacro-saint principe du laisser-faire. Les plus libéraux d'entre eux en ont avalé leur chapeau. Mais ils n'avaient plus le choix. Sans la bouée de secours de la puissance publique, l'économie de marché aurait sombré, corps et biens. Notre système de libre entreprise repose sur le principe que le gouvernement ne doit intervenir sur les marchés qu'en cas de nécessité. Compte tenu de la fragilité des marchés aujourd'hui et de leur importance vitale pour la vie quotidienne des Américains, l'intervention du gouvernement n'est pas seulement souhaitée, elle est essentielle. And we not only saved the world, saved the banks and saved the banks and led the way. We not only work with other countries to save the world's banking system,
but not one depositor actually lost any money in Britain. Nous déclarons, chefs d'État et chefs de gouvernement, que chacun d'entre nous prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la stabilité du système financier, que ce soit par l'injection de liquidités en provenance des banques centrales, par des mesures ciblées sur certaines banques ou par des dispositifs renforcés de protection des dépôts. Well, first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Par un incroyable mouvement de balancier, nous voilà donc revenus plusieurs décennies en arrière, à une époque où, dans des circonstances identiques, l'État était venu à la rescousse des banques et de la finance. C'était après la crise de 1929, dont on célèbre en ce moment le 80e anniversaire, triste hasard du calendrier. Aujourd'hui encore, elle reste le plus grand traumatisme de l'histoire économique contemporaine, la mère de tous les cracks. En 1929, l'étincelle qui fait exploser la bombe financière ne s'appelle pas Lehman Brothers, mais Photomaton, ou plutôt Clarence Attree, du nom de l'exploitant du brevet Photomaton et expert en arnaque financière de haute voltige. Pour avoir spéculé au-delà du raisonnable sur ses propres actions à la Bourse de Londres, sa holding familiale est acculée à la faillite en septembre. Clarence Attree est emprisonné, mais la méfiance s'empare des investisseurs. Un mois plus tard, la bulle spéculative éclate et Wall Street s'effondre. Un jeudi noir de triste mémoire. Faillite en septembre, craque en octobre, le parallélisme entre 1929 et 2008 est troublant, comme si nous n'avions rien appris du passé. Si on essaie de comparer la crise de 29 et la crise d'aujourd'hui, on voit qu'il y a une source un peu au départ la même, la finance. Une inflation exagérée de la valeur de la bourse et de la valeur des marchés financiers. Ce qui se passe en 1929, c'est d'abord une crise de crédit, d'hypertrophie de crédit. C'est-à-dire que les banques n'ont plus la mesure de ce qu'elles prêtent, elles ne savent plus à quoi correspondent les crédits qu'elles font, mais comme les autres banques stimulent le crédit et la demande d'actions, eh bien, elles aussi prêtent, sachant que si elles ne prêtent pas, eh bien, ce seront les autres qui prendront les clients. Donc il y a une espèce de surenchère à la clientèle qui fait que tout le monde se lance dans l'offre de crédit. Donc c'est un processus assez simple de formation d'une bulle. Comme cette bulle n'a pas de fondement, aucun fondement, elle finit par éclater. Et la chute est aussi brutale que l'engouement. À partir de là, c'est la panique. Dans la panique, malheureusement, les investisseurs font tout et n'importe quoi. Ils vendent leurs actions, ils achètent de l'or. Enfin, ce qu'on appelle en anglais les animal spirits, c'est-à-dire c'est les instincts animaux. Et c'est comme ça que marchent les marchés, c'est du mimétisme. À la hausse comme à la baisse. La bourse va perdre en moins d'un mois 50% de la valeur et en cumulé entre 1929 et 1933 va perdre 85% de sa valeur. Et bon, c'est la panique. Les petits épargnants qui avaient acheté des actifs en bourse cessent de consommer. Les entreprises se rendent compte que ça ne va plus, elles cessent d'investir. Et on a tout un mécanisme multiplicateur qui se met en place. Ce qui explique la gravité de la crise, c'est le fait que entre 1929 et 1933, la moitié des banques américaines vont faire faillite sans que les autorités de l'époque ne cherchent à l'empêcher. En 29, au lendemain du krach boursier, la Réserve fédérale américaine ne baisse pas les taux d'intérêt. Elle laisse la situation s'installer. En plus, nous avons une déflation, c'est-à-dire une baisse des prix, donc qui aggrave le coût de la dette. Et donc les ménages sont acculés à vendre leurs biens. Donc ça fait augmenter l'offre de biens vendus. Donc quand l'offre augmente alors que la demande reste faible, ça fait encore plus baisser les prix. Donc la déflation s'accélère et devient extrêmement dangereuse. C'est la grande différence avec la crise contemporaine, c'est que on laisse faire, c'est la vieille doctrine du libéralisme, il faut que le système se purge de lui-même, et en laissant le système se purger de lui-même, on provoque une catastrophe. Donc d'abord une grande récession aux États-Unis, et ensuite ce choc a été exporté au reste du monde à travers le rapatriement des avoirs américains dans le monde, et c'est comme ça qu'à partir
d'un krach boursier qui était à l'origine localisé, on a créé ce qu'on appelle encore aujourd'hui la grande déflation des années 30, avec donc des conséquences économiques très lourdes et évidemment également des conséquences politiques, puisqu'elle a participé à ensuite, par la misère qu'elle a provoquée, les tensions économiques et politiques entre nations, à la course à la guerre qui a conduit à la Seconde Guerre mondiale. Et ce sera le déclencheur, sans aucun doute possible, de la Seconde Guerre mondiale. Et l'Allemagne va être le premier pays européen à être directement impacté, touché par la crise américaine. Et en fait, l'Allemagne va suivre un sentier presque parallèle au sentier américain. Le chômage va monter dans les mêmes proportions en Allemagne et aux États-Unis. Il va monter jusqu'à 25% de la population active. Alors que dans un pays comme la France ou l'Angleterre, ça sera 2 fois moins. Ça sera plus atténué comme impact. Et puis l'Allemagne va tout simplement connaître justement l'effondrement moral qui va être lié à cette crise économique. Et ce qui est tragique dans l'histoire allemande, c'est que la crise va s'interrompre vers 1933 aux États-Unis comme dans la plupart des pays, et notamment en Allemagne même. Et Hitler, au fond, est élu dans les derniers mois de la crise. À quelques mois près, beaucoup d'historiens pensent qu'Hitler n'aurait jamais pu prendre le pouvoir. Donc ça s'est joué à quelques mois. Et indiscutablement, Hitler vient au pouvoir parce que l'économie allemande est en ruine et que les gens cherchent une alternative au système en place. Plus jamais ça, proclament les gouvernements. Ils ont retenu la leçon de la Grande Dépression. Quand la bourse perd la tête et entraîne l'économie dans sa chute, l'État ne doit plus hésiter à intervenir, massivement et sans tarder. Pour retrouver la croissance et le plein emploi, il faut contrôler les marchés, garantir une protection sociale, lancer des grands travaux, organiser la production, bref, il faut se débarrasser du libéralisme pur et dur. Le point intellectuel sans doute le plus marquant de cette époque, c'est la publication du livre de John Maynard Keynes, Théorie générale de l'emploi, de la monnaie et de l'intérêt, qui est publié en 1936 et qui va expliquer tout simplement la chose suivante. Le capitalisme n'est pas contradictoire avec la prospérité et le bien-être pour tous, il n'est pas contradictoire avec le plein emploi, comme le pensait Marx au XIXe siècle. Keynes dit non, pas du tout. Le capitalisme est compatible avec le plein emploi, mais il ne l'atteint pas seul, il ne l'atteint pas spontanément, il a besoin d'être guidé par l'État, par la politique macroéconomique. Et la crise de 1930-33 démontre à soi toute seule cette instabilité inhérente du capitalisme. Donc indiscutablement, dans les années 30, naît l'idée que le capitalisme a besoin d'être régulé. Dès 1933 aux États-Unis, Franklin Roosevelt, le président démocrate nouvellement élu, avait inventé le New Deal. Régulation des marchés financiers, soutien à l'agriculture, assistance aux plus démunis, protection des droits syndicaux. Mais surtout, pour remettre les Américains au travail, il avait multiplié les investissements publics avec la construction de routes, d'aéroports, de ponts, de barrages hydrauliques. Le visage de l'Amérique s'est transformé à marche forcée. C'est là que naît donc, le keynésianisme de l'économiste Keynes qui dit quand je dirais l'économie est malade, quand il y a une déflation, eh bien, il faut faire ce qu'on appelle un électrochoc, c'est-à-dire une relance budgétaire qui va doper la demande temporairement, grâce donc à la relance budgétaire, donc au denier public. À ce moment-là, ça va générer un processus d'accélération de l'investissement, c'est-à-dire qu'un investissement public va générer une multiplicité d'investissement privé, et donc à ce moment-là, la croissance revient, ce qui génère donc une augmentation des recettes fiscales, et donc l'État retrouve un équilibre budgétaire. C'est ça qu'on a oublié notamment en Europe et en France, c'est que la théorie keynésienne de relance, c'est une impulsion. Tout homme bien portant est un malade qui s'ignore, dit un vieil adage. Ailleurs qu'en Amérique, c'est après la fin de la Seconde Guerre mondiale que l'intervention de l'État dans l'économie connaîtra son âge d'or. En France, la sécurité sociale devient le symbole d'un capitalisme plus stable et plus solidaire. La région parisienne offre le moyen de contrôler son état de santé et celui des siens gratuitement et dans les conditions les plus simples. Son nom, son adresse, et le voici convoqué avec sa famille au centre d'examen le plus proche.
L'État-providence, ce sont donc toutes ces politiques, l'assurance retraite. Donc à l'époque, il y avait des assurances retraite mais qui étaient privées. Donc des systèmes de retraite qui ont été généralisés, les systèmes d'assurance maladie, les systèmes d'assurance chômage et dans certains pays comme la France, en plus, les allocations familiales. Donc ça a permis de garantir les ménages contre toute une série de risques qui étaient jusqu'à présent pris en charge par l'épargne individuelle et donc de libérer une partie du revenu pour la consommation. C'est la grande période de la reconstruction. C'est une période qui n'est pas très longue, hein, qui dure à peu près 30 ans, c'est ça on va dire, jusqu'à 70-74. C'est une période social-démocrate, de grande égalité sociale, de grand interventionnisme public. C'est la période où les découvertes de la Banque de France permettent de faire marcher la plan Sablier, donc tout ça finance les investissements publics. Et là, on a vraiment une croissance très rapide, un taux de chômage qui baisse rapidement et une société assez égalitaire qui se développe. Et puis ce système-là se grippe. La crise pétrolière, c'est elle qui va brutalement révéler la fragilité d'un modèle économique qui commence à s'essouffler. En 1973, puis en 1979, les pays du Golfe, membres de l'OPEP, décident d'augmenter les prix du pétrole pour accroître leurs revenus. Pire, ils menacent d'interrompre purement et simplement leurs approvisionnements. Les compagnies pétrolières, déjà, sont accusées de profiter de la situation et d'entretenir la spéculation. Je voudrais souligner ce point, les grandes compagnies pétrolières ne sont pas autorisées à faire des bénéfices excessifs et devront fournir au peuple américain les chiffres exacts de leur stock. La psychose de la pénurie se répand parmi les pays consommateurs. Chacun tente par tous les moyens de se fournir en pétrole, alimentant encore un peu plus la hausse des prix. Les États-Unis, plus gros dévoreurs d'énergie de la planète, prennent soudainement conscience de leur dépendance. En France, on s'en remet au génie national pour trouver des solutions astucieuses au choc pétrolier. En France, on a toutes sortes de choses. On a la meilleure cuisine du monde. Une industrie puissante. La pétanque. Une histoire glorieuse. On a aussi une situation géographique privilégiée. La Tour Eiffel et la pêche à la ligne. Oui, en France, on a tout ça. Et bien plus encore. Pourtant, une chose nous manque. Une chose essentielle. Le pétrole. Le pétrole, nous sommes obligés de l'acheter à d'autres. Cher. Trop cher. C'est notre richesse qui s'en va et notre façon de vivre qui est menacée. Alors, que peut-on faire? Eh bien d'abord, mieux utiliser l'énergie. Et ça justement, nous pouvons le faire sans changer notre façon de vivre. En France, on n'a pas de pétrole. Mais on a des idées. Dans les années 70, lorsqu'arrive le premier choc pétrolier, puis le deuxième choc pétrolier, c'est l'échec, c'est la faillite du modèle keynésien de relance, parce que justement, c'est une phase où il y a beaucoup d'inflation qui est importée à cause de la flambée des prix du pétrole et des matières premières. Comme à l'époque, on a une indexation des salaires au prix, donc dès que les prix augmentent, les salaires augmentent, puis les prix augmentent, et ainsi de suite. Donc on n'arrive pas, c'est ce qu'on appelle une bulle inflationniste, si vous voulez, ou un cercle pernicieux qu'on appelle également la stagflation. C'est-à-dire qu'on a à la fois une récession économique et une inflation élevée. Il faut que nous comprenions que la raison essentielle de la situation que nous connaissons tient en une seule formule. La France vit au-dessus de ses moyens. L'énergie à bas prix, c'est fini. Il faut se serrer la ceinture, la machine économique se retrouve au régime sec. Du coup, tout va petit à petit se détraquer. Inflation et ralentissement de la croissance, c'est un cercle vicieux qui se met en place, on n'arrive plus à en sortir. La consommation se développe plus aussi vite, les gains de productivité dans l'économie, dans les usines sont plus lents, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est sur ce grippage que renforce évidemment une inflation très forte due en partie au pétrole, que naît, je dirais, une révolution conservatrice. Après 30 ans de bons et loyaux services, l'État-providence n'a pas résisté aux deux chocs pétroliers. On l'accuse de tous les maux d'être responsable de toutes nos difficultés économiques. Pour les néolibéraux, le moment est enfin venu de prendre une revanche sur l'histoire.
Un demi-siècle après la crise de 1929, le traumatisme de la Grande Dépression n'est plus qu'un lointain souvenir. Désormais, on peut de nouveau célébrer les vertus du marché et de la libre concurrence. À partir de ce moment-là, il y a un tremblement de terre intellectuel qui se produit, et au lieu de comprendre que c'est tantôt l'offre, tantôt la demande, on a brûlé le keynésianisme et on est passé à une nouvelle idéologie néolibérale, celle qui justement allait tout jouer sur l'offre, en oubliant pour le coup et au passage les leçons du keynésianisme sur l'instabilité intrinsèque du capitalisme. On sent que là apparaît une nouvelle idéologie qui se schématise dans la phrase de Reagan, l'État, c'est pas la solution, c'est le problème. These United States are confronted with an economic affliction of great proportions. We suffer from the longest and one of the worst sustained inflations in our national history. In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem. Ronald Reagan a trouvé la solution au problème. Son élection, juste après celle de Margaret Thatcher, ne marque pas seulement l'arrivée d'un nouveau président à la Maison-Blanche, mais bien l'avènement d'un changement radical de politique économique. Son objectif est proclamé haut et fort, démanteler au plus vite l'État-providence et lui substituer la main invisible du marché. C'est-à-dire que la grande déréglementation et les nouvelles formes de production qui vont être choisies, plus flexibles, avec beaucoup plus d'externalisation, beaucoup plus de flexibilité dans la façon même dont le capitalisme va se penser soi-même, va commencer par une formidable désyndicalisation. Et c'est en réalité un des facteurs les plus importants qui vont contribuer à la fois à faire monter les inégalités de revenus aux États-Unis, et puis aussi casser véritablement l'inflation. C'est-à-dire l'inflation salariale des années 70, où les ouvriers, à travers leurs syndicats, cherchent à résister à la dégradation de leur pouvoir d'achat, elle-même liée à la hausse du prix du baril, indirectement en tout cas. Tout ce mouvement social est brisé au cours des années 80 et ça va avoir une influence très importante dans les années 90 et 2000, puisque à partir de ce moment-là, on va vivre dans un monde sans inflation. Milton Friedman, prix Nobel d'économie, devient l'inspirateur de Ronald Reagan et le grand gourou du néolibéralisme. Pour lui, Keynes et le modèle interventionniste de l'après-guerre doivent rejoindre les poubelles de l'histoire. The dollar is high and coming up because the United States is the most interesting place in the world to invest your money. It has a property that it's productive, it's growing, you can get a high return on your money. It also has a property that you can do anything you want with your money, there's no exchange control, the government doesn't interfere with what you do. You have security of private property and you have political stability. La stabilité politique aux États-Unis peut-être, mais pour le monde du travail, le début d'une grande instabilité. Les syndicats de salariés ont beau se mobiliser, ils sortiront largement perdants de la confrontation. Dans les entreprises, le pouvoir change de main, et pour longtemps. Les deux grands pays égalitaires à ce moment-là sont la Grande-Bretagne et les États-Unis. C'est les pays les plus égalitaires du monde qui, brutalement, vont devenir les pays les plus inégalitaires du monde. Car dans le même temps, en Grande-Bretagne et avec une extrême dureté, Margaret Thatcher décide elle aussi d'en finir avec l'intrusion de la puissance publique dans l'économie. Elle impose une purge au pays, le débarrasse de ses canards boiteux, quel que soit le prix à payer sur le plan social. Ce n'est pas uniquement au pouvoir des syndicats que nous devons nous attaquer. Il s'agit du pouvoir des syndicats lié au nombre surélevé de monopoles. Je pense que le monopole est une mauvaise chose. Je pense aussi que le socialisme a causé beaucoup de tort à la Grande-Bretagne avec toutes ces nationalisations. Je dirais même que si l'acier n'avait pas été nationalisé, nous n'aurions pas tous ces problèmes aujourd'hui. Et vous le savez, nous tentons de nous occuper de certaines de ces industries nationalisées. Ce problème est donc bien plus profond que celui du simple pouvoir syndical. Le mot restructuration existe aussi en anglais et les mineurs britanniques en font en ce moment la douloureuse expérience. 20 000 emplois supprimés cette année. Alors, depuis lundi, c'est la grève. Ce mineur blessé participait au piquet de grève volant venu du Yorkshire pour convaincre les mineurs du comté voisin de se joindre au mouvement. Mais grévistes et non-grévistes se sont violemment heurtés, se jetant des briques et des morceaux de bois avant l'intervention des forces de l'ordre. Ces affrontements sont intervenus quelques heures seulement après la décision de la Haute Cour de Londres d'interdire les piquets de grève volants. C'est le 4e jour de la grève des mineurs qui protestent contre la décision des charbonnages britanniques de fermer une vingtaine de puits et de supprimer 20 000 emplois d'ici 1985. Alors que le chômage monte en flèche, Margaret Thatcher n'hésite pas à s'attaquer aux mineurs, puissant bastion du syndicalisme anglais. Après une année de grève et d'affrontements, ils doivent eux aussi capituler
une défaite hautement symbolique. Et on passe au capitalisme anglo-saxon moderne, c'est-à-dire que les entreprises sont gérées pour les actionnaires. Mais ça a provoqué cette exigence extraordinairement élevée de rentabilité du capital qui est destructrice. Si on veut que le capital rapporte 20% par an, on fait plein de bêtises. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire les investissements qui mettraient du temps à être rentables, on va privilégier les investissements de rentabilité très courte, on va déformer le partage de revenus au détriment des salariés, donc on va avoir des salaires très faibles. Ou qui n'augmente pas. Mais c'est vraiment une rupture, ce moment où on passe à cette gestion au profit des actionnaires. Une grève surprise, bravo. 30 tonnes de barbac sur le carreau alors qu'on meurt de faim à Chandernagore, hurrah. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance. Le chômage. Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé? Non, c'est sorti. Fini la petite auto. Fini les vacances au crottoir. Fini le tiercé. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord? Oui, monsieur. Alors, au boulot et un peu vite! Margaret Thatcher et Ronald Reagan, qui s'entendent comme larrons en foire, peuvent enfin se congratuler. Sous leurs airs affables, ils ont réussi à mener d'une main de fer la révolution néolibérale dont ils rêvaient. Cette rupture, elle se passe avec, premièrement, des politiques monétaires extrêmement rigoureuses qui vont casser l'inflation. Deuxièmement, des politiques de diminution des impôts et des dépenses publiques, donc du degré d'intervention de l'État dans l'économie. Et troisièmement, des programmes de privatisation qui sont liés à, par ailleurs, des programmes qui accélèrent la montée en puissance des marchés. Ce sera par exemple pour la place de Londres ce qu'on a appelé à l'époque le Big Bang. Le Big Bang, c'est le terme choc utilisé en 1986 pour désigner l'acte de naissance de la bourse moderne. Une fois les restructurations menées à la hussarde, Margaret Thatcher peut passer à l'étape suivante. Redonner au marché de capitaux la prééminence qu'ils avaient perdue après la crise de 1929. Le 27 octobre 1986, elle décide de frapper un grand coup. En une seule journée, la bourse de Londres bascule dans l'ère du capitalisme financier. Ça se résume à deux choses. Concurrence libre sur les coûts d'opération, sur les commissions de courtage, si vous voulez, comme concurrence, et surtout accès libre à la bourse pour les transactions, avec en général simultanément mise en place de systèmes électroniques qui rendaient les transactions beaucoup plus rapides, plus économiques et tout le système beaucoup plus simple. Aujourd'hui, dans le monde entier, acheter ou vendre une action coûte entre 10 et 20 fois moins cher en monnaie constante qu'à l'époque. La concurrence est traduite par le fait qu'il y a des progrès de productivité formidables dans la gestion de ces transactions et naturellement ce qui a permis au grand public d'accéder au marché d'actions partout. Donc à un moment donné, on va vouloir créer absolument de la valeur boursière. Et les entrepreneurs, dans les années 80, commencent à dire « moi je ne suis pas là pour créer des emplois, je suis là pour créer de la valeur ». On ne peut pas apporter de capitaux aux entreprises s'il n'y a pas un marché boursier actif. C'est quand même la source principale de fonds propres, de capitaux. Donc il fallait, pour que l'économie se développe, il fallait qu'il y ait une libération du système de financement de l'économie. Quand je sors d'HEC en 1982, c'est le début de l'explosion des marchés financiers. Alors avec une première phase qui est une phase qui correspond à ce profil école de commerce diplômée, qui est une phase dont on va dire qu'elle est assez saine, c'est-à-dire que c'est une phase où les marchés financiers sont au service de l'économie. La partie marché financier, on était un sous-service de la banque. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait gagner un peu d'argent sur les marchés financiers. Donc les banques étaient prêtes à vous donner une part assez significative de ce que vous rapportiez à la banque. Parce qu'on ne s'imaginait pas qu'on pouvait gagner des centaines de millions de dollars. Wall Street. Stock is plummeting. When it hits 18,
idol. Something big is going down. I want to know where he goes and what he sees. I want you, pal, to fill out the missing picture. Mr. Gecko, that's not exactly what I do. Where you can trade your honor. I could lose my license. That's inside information. For power. If you're not inside, you are outside. I know what this guy's all about. Greed. There is no nobility in poverty anymore, Dad. Greed is good. Greed works. Ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, le montant sur lequel on jouait et les montants sur lesquels on pouvait gagner ont explosé et les pourcentages de ce qu'on pouvait gagner n'ont pas changé. Et donc on est passé de rémunération où, je dirais qu'au tout début, quand on avait un bonus à l'époque de 50 000 francs, ce qui fait un peu moins de 10 000 euros, on considérait qu'on avait déjà fait une très belle performance. 10 ans après, on en était à 3, 4, 5 millions d'euros. C'est à ce moment-là que naît le mythe du Golden Boy, c'est-à-dire les cheveux gominés, la chemise blanche et tout ce qui va autour, les belles voitures, l'argent, toute cette image. My name is Patrick Bateman. I'm 27 years old. I believe in taking care of myself, in a balanced diet and a rigorous exercise routine. New card. What do you think? Woohoo! Very nice. Patrick, you're so sweet. Jean, Yes, Patrick? would you like to accompany me to dinner? Like a girl, early 20s, blonde. Christy, get down on your knees. I have all the characteristics of a human being, but not a single clear, identifiable emotion. L'inventivité des petits génies de la City qui rivalisent avec ceux de Wall Street ne connaîtra plus de limites. Ils conçoivent des produits financiers d'une complexité inouïe, mais qui rapportent énormément d'argent. Un vocabulaire jusque-là inconnu fait son apparition, obligations pourries, stock option, parachute doré, golden hello. Ça devient une espèce de folie, une espèce comment dire, d'insatiabilité vers la rémunération qui n'a plus rien de réel, quoi. Donc il y a toute une idéologie qui favorise l'homme de la City, le banquier, celui qui a fait fortune rapidement. Au milieu des années 80, on a des générations entières qui sortent d'université et pour qui finance égale marché financier. Et le rêve, c'est d'être trader. Le rêve, c'est de pouvoir gagner des millions d'euros. L'audace réformatrice des anglo-saxons fait surtout rêver les autres gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche. En France, le socialiste Pierre Bérégovoy libéralise à son tour les marchés de capitaux et modernise la bourse. Plus aucun pays ne résiste au charme de la mondialisation financière. Moi, je suis partisan d'une société d'économie mixte, dans laquelle il existe un secteur public, où l'État actionnaire doit jouer son rôle, et un secteur privé où les actionnaires privés doivent jouer leur rôle. Je ne suis pas partisan d'une intervention de l'État, comme c'était autrefois le cas dans les sociétés privatisées. Les sociétés privatisées, elles sont maîtres de leur destin, à condition que les actionnaires aient leur mot à dire. Mais ce n'est pas à moi d'intervenir. Aux actionnaires d'user de la liberté que j'entends leur donner. La France avait besoin d'une bourse qui fonctionne. Les entreprises avaient besoin de capitaux. On ne doit pas compter sur les contribuables pour financer les entreprises. Les contribuables, ils doivent financer la police, la justice, l'éducation, un certain nombre de biens publics, si vous voulez. Mais les entreprises, fondamentalement, elles sont financées par des actionnaires. Or, la France n'avait pas de système capitaliste qui fonctionne. Et ce n'est pas être socialiste qui était important, c'était le fait d'être un bon ministre de l'économie et des finances, de comprendre ça, de voir ce qui se passe dans le reste du monde et de le faire et de le mettre en œuvre. Pierre Bérégovoy décide de favoriser tout à coup la demande d'action. Parce qu'on se dit, tiens, il n'est pas normal que les Français n'aient pas d'actions. Il faut que les Français aient des actions, puisque les Américains non. Non seulement on favorise la demande d'action, mais on favorise la création de marchés purement spéculatifs. C'est-à-dire qu'on peut spéculer sur la hausse des valeurs boursières. Et qui font que la place de Paris commence à concurrencer financièrement la City de Londres. Bravo Bernard, t'as bien suivi, mets-toi avec nous. Allez Bernard, c'est le jogging.
C'est l'époque où l'on voit apparaître dans les médias les nouveaux apôtres de l'économie de marché. Avec une bonne dose d'entrain et de conviction, ils nous expliquent le b.a.-ba du monde moderne. Allez, tout le monde nous suit. En petite foulée avec Bernard Tapie. Mais moi, j'assume, je suis un vrai capitaliste, qui vit comme un capitaliste. Moi, j'ai le droit au profit, je me le donne, ce droit. Ça veut dire que j'ai le droit d'avoir un jet, je l'ai gagné. Il n'y a rien de plus redoutable de vivre dans un système capitaliste avec des gens qui ne le sont pas. Or, l'unité de mesure d'un système capitaliste, c'est l'argent. Il est bien, il n'est pas bien, on veut en changer, on n'en change pas, n'empêche qu'aujourd'hui, c'est celui-là. Si vous ne l'acceptez pas, c'est dire à un sportif, tu oublies le chronomètre. Tu vas courir dans l'absolu, mais surtout le chronomètre, ça ne t'intéresse pas. Ou un littéraire, tu oublies les prix, ou peu importe. Je veux dire, il y a un moment donné, on est obligé de s'étalonner sur une unité de mesure. Or, pour moi, mon unité de mesure étant l'argent, j'entreprends mes affaires et je les fais entreprendre par tous ceux qui m'entourent avec une volonté féroce de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et à mes côtés, pour illustrer l'argent, eh bien, j'ai demandé à Paul Lousulitzer, qui est un homme de la finance et qui a écrit notamment 4 livres sur la haute finance, monnaie, cash, fortune, et le roi vert, nous en parlerons tout à l'heure. Je crois que l'argent se représente pour vous des choses importantes, car d'après ce que j'ai pu lire, vous êtes l'homme, pas le plus riche du monde, mais des propriétés un petit peu partout. Ah non, mais ça, ce sont mes héros qui sont riches. Moi, je suis d'une fortune bien plus modeste. Mais l'argent, c'est comme l'air qu'on respire. C'est quelque chose d'important, d'autant plus que dans le monde actuel, tout le monde entend parler de l'argent. L'argent, c'est la grande star, c'est la vedette. Même quand elles vivent loin de Londres ou de New York, les icônes de la réussite sociale changent de style. L'argent devient une divinité adorée. Désormais, la testostérone des jeunes gens monte et descend au gré des indices boursiers. Est-ce qu'il y en a qui chutent à la cocaïne? La question est très bonne. En ce qui me concerne, je ne bois pas, je ne fume pas. Il faut avoir toujours les idées très claires et très lucides. Parce qu'on commence tôt le matin, on commence à 8h30. Et en général, on termine tard le soir, parce que le marché new-yorkais en heure locale ouvre à 3h30. Je crois que ça dépend plus d'une tension nerveuse, d'un climat de travail. On n'a pas besoin de se détacher du métier par des artifices. Ils sont complètement à con. Américains, oui. Là, il y a une consommation assez sérieuse de tout. Il y a une tension nerveuse bien plus supérieure à la nôtre. Les capitaux engagés sont plus importants, ce qui fait qu'ils sont bien plus nerveux. Le jour, nous, quand à Paris, on fait 2,5 milliards, 3 milliards, on est nerveux. Si on faisait 10 milliards, peut-être auront besoin de palliatifs. C'est la boisson, c'est, je sais pas, les femmes. Il peut y avoir aussi la drogue, je sais pas. Alors que font-ils de tout l'argent qu'ils gagnent? Eh bien, comme ils se soucient beaucoup de leur apparence, ils dépensent d'abord des fortunes en vêtements. Jean-Philippe Tallet-Délian se fait faire du sur-mesure. Et Stéphane Ray, qui a pour 30 millions d'anciens francs de costume dans son armoire, va tous les samedis dans la Porsche dont il rêvait adolescent, chez un grand couturier ou une vendeuse, lui met d'office de côté les dernières créations de la maison. Bonjour Marie-Josée. Oh, bonjour. Comment ça va? Des choses. Très bien, allons voir. Dans les années Reagan, les années Thatcher, au moment où la bourse prend les commandes de l'économie mondiale, on fait apparaître un gain de productivité artificielle que le capital récupère. C'est-à-dire que ce gain de productivité, il aurait dû être traditionnellement partagé entre les salariés et les entrepreneurs, mais c'est récupéré par les donneurs d'ordre, qui sont les fonds de pension, qui sont les grandes banques d'affaires, les Man Brothers, etc. Le Goldman Sachs et toutes les grandes banques d'affaires, c'est-à-dire les affaires, quoi. Wall Street qui a repris la main sur le fonctionnement du capitalisme. Up, down, up, down, up. Come on. La première déroute boursière. Il n'aura pas fallu attendre longtemps après l'euphorie du Big Bang pour qu'elle se produise. Le 19 octobre 1987, Wall Street enregistre une dégringolade impressionnante. Pour la première fois depuis 1929, le spectre du jeudi noir est sorti de sa tombe et recommence à rôder autour de la bourse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est assez simple. En juin 87, on change de président de la Réserve fédérale américaine. Ça paraît anodin comme ça, mais à l'époque, c'est Paul Volcker, qui est quelqu'un de très crédible. On dit, bon, lui, c'est un bon pilote dans l'avion, et il est remplacé par Alan Greenspan, qui, depuis, est devenu quelqu'un de, je dirais, très reconnu. Mais en tout cas, quand Alan Greenspan arrive, il veut se montrer plus royaliste que le roi, et donc, il dit, bah, vous avez vu Paul Volcker, mais moi, je suis encore plus dur que Paul Volcker.
Donc maintenant, ça suffit cette croissance à outrance, on va monter les taux d'intérêt et ça va calmer le jeu. Et là, évidemment, les marchés n'ont pas du tout aimé. Et c'est ce qui a fait ce crack d'octobre 87. Aujourd'hui, Wall Street est une nouvelle fois en chute libre. Certains parlent même de débâcle. À New York, le commentaire de Paul Nahon. C'était l'affolement ce matin à Wall Street. Pour vous donner un ordre d'idée, quelques secondes après l'ouverture de la bourse à New York, le Dow Jones avait perdu 100 points par rapport à l'indice de vendredi dernier du jamais vu. 77 millions d'actions ont changé de main en l'espace d'une heure et ce rythme a augmenté jusqu'à 2 millions d'actions échangées toutes les minutes. Une heure avant la fermeture de Wall Street, la baisse du Dow Jones était de 280 points, un record absolu. Le dollar, lui aussi, était en chute. La Commission américaine des opérations en bourse envisage désormais d'interrompre le marché pour tenter d'enrayer la spirale de la baisse. Les cours baissent de quelque chose comme 23-24% en une journée, ce qui était à peu près l'ordre de grandeur en 29, qu'on avait connu en 29, mais sur plusieurs jours. Donc c'est donc d'une extrême violence. Parti de New York, l'onde de choc se propage aussitôt à l'ensemble de la planète financière. Paris n'est pas épargné. On redécouvre les affres d'un krach boursier, cotations en chute libre, traders hystériques, investisseurs effrayés, épargnants déboussolés et gouvernements impuissants. Il faudra bien s'accoutumer à voir ces scènes d'effervescence parce qu'elles ne vont pas cesser de se reproduire par la suite. Ce qui était frappant dans la crise de 87, c'est qu'on est dans un environnement où on a une crise qui est purement boursière. On est dans une configuration où l'économie continue à croître. On est dans une situation qui est relativement saine. On est dans une situation où il y a simplement un dérapage de la spéculation, une résurgence de l'inflation et à partir de là, une explosion de la bulle boursière. Beaucoup d'économistes en 87 annonçaient la récession pour 88. Or, on a eu une croissance très forte. Parce que comme on a réagi, on a baissé le taux d'intérêt et que finalement, je dirais, c'était avant tout une crise boursière, ça a effectivement ensuite redémarré. La crise de 87, elle apparaît comme un chaos, mais ce que l'on regarde, c'est, disons, le succès du nouveau modèle libéral. Et le succès, c'est quand même un retour à une croissance forte, à une baisse du chômage un peu partout, au décollage des pays émergents. Les pays émergents. Avant, on disait de façon un peu condescendante pays en voie de développement ou pire, pays sous-développés. La mondialisation de la finance n'est pas la seule à prospérer dans les années 80. En parallèle, on assiste à un autre bouleversement, la mondialisation de la production industrielle. Des pays comme la Chine se lancent tête baissée dans la compétition internationale. Oui, en effet, nous étions les seuls dans le monde à maîtriser la technique, à fabriquer certains objets. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tenez, regardez les objets qu'a achetés Mme Lambert pour son appartement. Ils ont été fabriqués à des milliers de kilomètres de chez elle. Comment cela se fait-il? Pourquoi? Est-ce qu'ils sont mieux faits, moins chers, plus modernes? Eh bien, en réalité, ce qu'ils montrent, c'est qu'un événement de taille a frappé l'Europe. Nous ne sommes plus les seuls maintenant à savoir maîtriser la technique. Des concurrents sérieux ont surgi à travers le monde et surgissent sans cesse de plus en plus. Ils font mieux que nous, et plus vite et moins cher. La croissance des pays développés, c'est une croissance par l'importation. C'est les Chinois qui deviennent l'atelier du monde. C'est-à-dire que tout ce que vous consommez désormais se fabrique avec du travail qui n'est pas payé, ou qui n'est pas payé avec des conditions sociales normales. C'est-à-dire que les États-Unis créent des usines qu'ils implantent en Chine ou ailleurs, rapatrient leurs profits, ont une législation fiscale qui font qu'ils ont le droit de ne pas déclarer tous ces profits et d'en placer une partie dans les paradis fiscaux. C'est absolument légal aux États-Unis, donc ce qui fait qu'effectivement du revenu financier revient aux États-Unis. Mais il faut bien du travail dans une économie. Sauf que le travail, ce n'est plus l'ouvrier de Détroit qui le fournit, ou de moins en moins. Et c'est vrai qu'on va assister à partir des années 80 à une explosion des inégalités, à une stagnation du salaire moyen. Et en revanche, eh bien, les inégalités explosent et les fortunes se constituent grâce à la valeur boursière. Voici en pleine action la classe biberon des Golden Boys. Toute la fougue et l'envie de gagner de leurs aînés. Et pourtant... Alors depuis octobre 87, on ne dit plus Golden Boy, on dit plaqué or.
un plaqueur ou pas, la bourse, c'est comme le fast-food, ça va très vite. Maintenant, ça monte, ça descend très vite. C'est le problème aussi. Et drôle de mec, ça. Finalement, un plaqueur, c'est un crétin avec une légère pellicule de billets de banque. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Le crash de 87 ne change pas véritablement l'état d'esprit des milieux d'affaires de Wall Street et de la figure de tutelle de Wall Street qui est Alan Greenspan, le président de la Fédérale Réserve, parce qu'il connaît la crise de 29 et il sait ce qui s'est passé en 29. Il sait que l'erreur de 29, ça a été de ne pas mettre de la liquidité au moment de la crise. Et à ce moment-là, il a cette phrase extraordinaire, il dit « Vous aurez tout le crédit que vous voulez. Fed by all bonds ». Et on assiste à une explosion à ce moment-là de la masse monétaire aux États-Unis. Ouf, plus de peur que de mal, se dit-on après la tourmente d'octobre 1987. De toute façon, avec la toute-puissance des marchés financiers, nous voilà condamnés à vivre des cracks à répétition. Ce sera même un festival. Quasiment une crise tous les 2 ans. Immobilier, devises, obligations, nouvelles technologies. Aucun marché, aucun pays n'en réchappera. Tous connaîtront un jour ou l'autre une débâcle. Mais qu'on se rassure, maintenant on sait manier la baguette magique de la politique monétaire. Il suffit de s'arranger avec les taux d'intérêt et la crise se volatilise comme par enchantement. Parmi la multitude des crises spéculatives, il y en a une, celle du Japon en décembre 1989 qui mérite un détour. Parce que le Japon, à la différence des autres pays, a oublié de sortir sa baguette magique au bon moment. Depuis maintenant une 30aine d'années, il s'est enfoncé dans un marasme économique. Jusqu'en 1989, le Japon est pourtant au summum de sa puissance. Son dynamisme industriel fascine. On parle du dragon d'Asie qui est en train de conquérir le monde. Il faut se souvenir qu'à l'époque, le Japon avait 6% de croissance par an. C'était le modèle absolu, on ne parlait que du Japon. C'est-à-dire qu'on nous dit à l'époque, la domination américaine s'est terminée, le pouvoir, ça va être le Japon, qui va devenir la première puissance mondiale. On cite le prix du mètre carré à Tokyo, qui vaut 1 million de francs à l'époque. Les prix de l'immobilier et les cours de bourse qui avaient flambé grâce à un endettement délirant s'effondrent brutalement fin 1989 avec la remontée des taux d'intérêt. Au cours de la seule année 1990, l'indice Nikkei dévisse de 40%. 2000 milliards de dollars disparus de la circulation. Les Japonais découvrent effarés que leurs banques ont accumulé dans leur bilan des quantités astronomiques de créances douteuses. Des crédits qu'elles ont distribués à tour de bras en contrepartie d'actifs qui ne valent plus grand-chose. Le jour où le prix d'un logement, si vous voulez, ou d'un bureau est disproportionné par rapport au loyer qu'on peut en trouver, ou bien le prix d'une action est disproportionné par rapport aux dividendes qu'on peut en attendre, ou à la valeur de l'entreprise, là, la bulle commence à se créer. Parce que les gens n'achètent plus le logement pour l'occuper ou pour le louer. Ils n'achètent plus l'action pour toucher les dividendes. Ils l'achètent pour le revendre. Et ils peuvent le faire à crédit. Et c'est toujours la même histoire qui recommence. Après le krach, la saignée a été terrible pour le Japon. Baisse de moitié de la croissance, apparition du chômage, explosion de la dette publique, mais surtout la fin d'une longue période de prospérité économique. C'était le banquet d'adieu des mineurs. Fini la tradition de l'emploi à vie. 1791 personnes licenciées, mais seulement 70 reprises par Mitsubishi. Certains des plus grands établissements financiers du Japon sont acculés à la faillite. Les épargnants pris de panique à l'idée de tout perdre se précipitent devant les guichets pour tenter de récupérer leur mise. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'un des 4 plus gros courtiers japonais puisse ainsi s'effondrer. J'avais confiance dans cette compagnie, je suis très déçu. Mais au moins au Japon, quand un banquier a commis des fautes, il est prié de présenter des excuses publiques. C'est entièrement de ma faute. Les employés ne sont pas en cause. Je me sens responsable de ce qui arrive, de tous ceux à qui j'avais promis du travail. Si quelqu'un pouvait juste trouver à l'un ou l'autre un nouvel emploi, je serais très reconnaissant. Contrairement aux Américains, après le krach d'octobre 1987, la Banque centrale du Japon a longtemps refusé d'abaisser ses taux d'intérêt et de secourir un secteur bancaire à l'agonie. Une erreur qui coûte cher. Les autorités nippones ne vont pas se rendre compte. Ils vont être tellement sûrs d'eux qu'ils vont se dire non, tout va bien. Donc, dans un premier temps, on ne va pas faire de relance, on ne va pas faire de baisse des taux. Et donc, ils vont laisser la crise s'installer et devenir de la déflation.
Vous ajoutez à cela la baisse de la population japonaise, qui est quand même le pire qui peut arriver pour un pays. Et donc, à partir de là, le Japon s'est enfoncé dans ce que j'appelle la déflation. S'il y a bien une leçon à tirer de la crise japonaise, c'est qu'en laissant le système financier se débrouiller tout seul, on ne fait que prolonger indéfiniment les conséquences désastreuses de l'éclatement d'une bulle spéculative. En réalité, sans aide publique, les banques mettent des années à éponger leurs dettes et cessent pendant ce temps-là de financer l'économie réelle. Tandis que le Japon continue à s'embourber dans le marasme, l'Amérique est frappée de plein fouet par les attentats du 11 septembre 2001. Ce jour-là, elle a bien cru que tout pouvait s'écrouler. Pas seulement les tours du World Trade Center, mais aussi son modèle économique. Car le 11 septembre survient dans un contexte déprimé. Les États-Unis, affaiblis par le krach des nouvelles technologies un an plus tôt, sont en panne de croissance. Avec les attentats, ils découvrent de surcroît la vulnérabilité de leur économie. Le gouvernement veut laver l'affront et montrer au monde entier que l'oncle Sam relèvera très vite la tête. On a tellement peur que du fait des attentats, eh bien, l'économie finalement vacille et que finalement les États-Unis perdent la guerre psychologique contre le terrorisme, qu'à tout prix il faut relancer la machine. Et donc on le fait à tout prix. Alan Greenspan décide d'inonder les États-Unis d'argent, c'est-à-dire décide de baisser les taux d'intérêt et de créer finalement la bulle du siècle. 2001, c'est une année charnière aux États-Unis, car elle va être une année au cours de laquelle deux événements majeurs vont se produire. La première, c'est l'éclatement de la bulle Internet, qui va beaucoup inquiéter le président de la Banque centrale américaine, de la Fed, Alan Greenspan, car Greenspan comprend que la bulle Internet a été un des arguments majeurs de la croissance américaine tout à fait exceptionnelle des années 90. Quand cette bulle Internet explose, Greenspan se dit qu'il a perdu un des arguments forts de la croissance américaine. Et puis le deuxième événement, évidemment, d'importance planétaire et considérable qui va se produire en 2001, c'est le 11 septembre, qui est évidemment un choc considérable sur le moral des Américains, qui provoque un effondrement de la bourse tout de suite après, et qui fait penser à Alan Greenspan que, combiné à l'éclatement quelques mois plus tôt de la bulle Internet, l'économie américaine va durablement souffrir et ralentir. Et donc, pour réagir à ce choc, à ce double choc, Alan Greenspan va mener, à partir de 2001, une politique monétaire très laxiste. Très laxiste, ça veut dire qu'il va baisser plusieurs fois les taux d'intérêt. Toujours la baguette magique de la politique monétaire. Quand une crise éclate, on arrose les marchés financiers de liquidités pour éteindre l'incendie. Mais en 2001, on passe à la démesure. C'est un véritable déluge d'argent frais qui s'abat sur l'Amérique. L'endettement devient le principal moteur de l'activité économique. La seule façon de faire de la croissance, c'était de mettre du crédit à la place des salaires. Ce qu'on a fait partout, et à nouveau avec la complicité des banques centrales qui ont maintenu des taux d'intérêt bas. Parce que si vous voulez mettre du crédit à la place des revenus massivement, les banques ne pouvaient pas le faire, puisque justement le régulateur prudent avait dit « mais si vous faites du crédit, il faut que vous ayez beaucoup de capital ». Et donc les banques ne pouvaient pas faire tout ce crédit. Donc on a inventé des techniques financières qui s'appellent la titrisation pour que les banques puissent faire du crédit sans avoir de capital, simplement en sortant les crédits de leur bilan et en mettant ces crédits en particulier dans des pseudo-banques qui sont dans les places offshore. Les banques sont l'instrument de cette situation où on a mis du crédit consciemment à la place des revenus, parce que s'il n'y avait eu que les salaires, il n'y aurait pas eu beaucoup de croissance. Ces taux d'intérêt très bas, ça va favoriser une économie d'endettement aux États-Unis, d'endettement à tous les niveaux. Le premier niveau, c'est tout simplement les ménages. Le taux d'épargne américain qui était supérieur à 10% au milieu des années 90, à la veille de cette séquence, va dégringoler jusqu'à devenir négatif, ce qui est inouï. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire, les ménages vont dépenser plus en moyenne qu'ils ne gagnent. Et le crédit va être le moyen presque social par lequel le ménage américain va pouvoir compenser cette stagnation de revenus. Scène de la vie ordinaire dans l'Amérique profonde, le Connecticut, chez les Dixon, tout ou presque se paie à crédit. Taux d'endettement du ménage
20 à 25% des revenus annuels. Marie-Elisabeth et Robert Dixon n'ont pratiquement jamais de dollars sur eux, seulement quelques rectangles de plastique, les indispensables cartes de crédit. Et quand on lui demande combien de cartes elle possède, Marie-Elisabeth répond en riant 9, une pour chaque usage, car pour elle, ce choix, cela représente la liberté. Quant à Robert Dixon, il n'est pas une semaine où il ne reçoive une sollicitation d'un établissement de crédit. Cette fois-ci, 5 000 $ à 18%. Seule formalité, renvoyer le formulaire, signé. La vie à crédit. Les ménages américains seront les premières victimes de ce tour de passe-passe. Pourtant, à l'origine, il y avait une idée généreuse de l'administration Clinton. En 1995, elle avait renforcé une loi visant à faciliter l'accès des plus défavorisés au crédit et à la propriété. Mais par la suite, avec l'énorme afflux de liquidités, ce système a dangereusement dérapé. Le départ du subprime, c'est le Community Reinvestment Act, donc c'est l'administration démocrate qui dit c'est pas normal que 70% des Blancs soient propriétaires de leur maison et seulement 40% des Noirs, donc on va forcer les banques à prêter aux Noirs. Mais ça procède de la même logique générale, qui est de dire, finalement, les États-Unis sont une société assez pauvre, quand on regarde les chiffres, à nouveau, salaires réels qui n'ont pas bougé en 20 ans. Comment on fait de la croissance dans une société assez pauvre? Il faut prêter aux pauvres, quoi. Et c'est là qu'a été l'erreur de la Réserve fédérale, c'est qu'elle a été trop loin dans la baisse des taux, ce qui va à ce moment-là alimenter le crédit au-delà du raisonnable, avec notamment, je dirais, le debt subprime. Le subprime, c'est très simple, on va dire aux ménages, vous allez vous endetter, non pas sur votre richesse que vous n'avez pas, parce que c'est des ménages non solvables, mais sur la valeur du bien que vous allez acheter. Et pas la valeur actuelle, la valeur future. Donc avec la plus-value, vous allez réussir à financer votre dette. Évidemment, ça suppose que les prix augmentent. Mais sur 30 ans, c'est vrai que c'est toujours vrai, généralement. Mais sur 10 ans, ça peut ne pas l'être. On est allé jusqu'à prêter une femme, je me souviens, qui avait 17 maisons, acheté 17 maisons alors qu'elle n'avait aucun salaire. Donc le système était devenu complètement fou. Il y a eu un emballement qui a été rendu possible justement par le fait qu'en même temps, la masse d'argent en circulation a augmenté massivement. Pour schématiser, les Américains dépensaient plus qu'ils ne gagnaient. Les Chinois qui leur vendaient des biens pour leur consommation le finançaient en achetant des obligations de l'État américain. Donc en gros, leur prêtaient l'argent. Les Chinois prêtaient aux Américains pour vivre au-dessus de leurs moyens. L'ensemble du monde se trouvait avec une masse d'argent qui augmentait. Et donc cette masse d'argent cherchait à s'investir, et d'où l'expansion excessive du système. Un chiffre spectaculaire salué par les marchés, la plus forte croissance jamais connue depuis 19 ans. Plus 7,2% au troisième trimestre 2003. Aux États-Unis, tous les indicateurs économiques laissent croire à une embellie. La consommation, plus 6,6%, les exportations, plus 9,3%, ou encore l'investissement, plus 11,1%. Dans les salles de marché, des alchimistes triturent cette énorme masse d'argent et prétendent transformer le plomb en or. Les produits financiers qu'ils inventent paraissent tellement miraculeux que tout le monde veut en croquer. La financiarisation de l'économie, comme on dit, ne connaît plus aucune limite. On fait n'importe quoi, on n'y comprend plus rien, mais il y a tellement de profits à la clé. À partir de la date T1, des formules incompréhensibles pour le commun des mortels, des équations ultra complexes. Oubliez les Golden Boys des années 80 et leur formation commerciale, ce cours de mathématiques ouvre les portes de la finance mondiale. Je forme des ingénieurs quantitatifs pour la banque, qui sont des scientifiques, oui. Non, c'est pas des commerciaux. D'une certaine manière, ils ont 25 ans, sont ingénieurs ou polytechniciens, mais rêvent de travailler dans les banques, à Wall Street ou la City. Pour travailler dans la finance, il faut venir là? Oui, je crois. C'est le meilleur choix. Et c'est comme des maths, sauf qu'à la fin de la formule, il y a un euro. Ça rend la chose beaucoup plus intéressante. C'est comme des maths, mais ça brille. C'est des maths bling-bling un peu. Sitôt diplômés, ils iront dans les plus grandes banques, à Paris ou à Londres, pour un premier salaire de 75 000 € par an. Des carrières très lucratives mais courtes, 10 à 15 ans, en raison de la pression et du stress. Dans le monde du trading, avant, on a le diplômé de grande école, et tout d'un coup, on se met à embaucher des mathématiciens. Et là, c'est la grande fracture. C'est-à-dire qu'on commence à se dire, finalement, il y a beaucoup d'argent à gagner sur les marchés financiers.
2, il faut essayer de modéliser les marchés financiers. C'est-à-dire, on passe de produits dérivés à produits structurés. Qu'est-ce que c'est qu'un produit structuré ? Comme son nom l'indique, c'est un produit, une sorte de package marketing de plusieurs petits bouts qu'on va mettre dans une boîte avec un joli nœud et qu'on va vendre à un prix beaucoup plus élevé qu'on le vendrait s'il n'était pas packagé. Celui qui l'achète très rapidement ne comprend même pas ce qu'il achète, et celui qui le vend très rapidement, comprenant que celui qui l'achète ne sait pas ce qu'il achète, il met n'importe quoi. Et on arrive donc à ces fameux produits toxiques, comme les subprimes. Au début, on fait un beau paquet et à l'intérieur, on met que des chocolats de première qualité. Puis petit à petit, si vous apercevez que la personne ne fait pas la différence entre un chocolat périmé et un chocolat de première qualité, vous allez mettre un quart de chocolat périmé. Et puis à la fin, en 2006, on vend des boîtes de chocolat où il n'y a que des chocolats périmés, voire des chocolats empoisonnés. On faisait confiance aux mathématiciens extrêmement brillants qui inventaient des produits avec des équations à n'en plus finir. Personne ne comprenait, on mettait ça en informatique, ça tournait dans les programmes. Le chef de service du jeune homme ne savait pas comment ça marchait le produit du jeune homme. Et alors évidemment, encore moins le président de la banque. Les forts en maths ont pris le pouvoir dans les banques. Ils réussissent à faire croire que la finance est devenue une science exacte où l'on gagne à tous les coups. Notre avenir est entre de bonnes mains. Réjouissons-nous. Se développe une doctrine du risque zéro extrêmement dangereuse. C'est-à-dire que le risque disparaît parce qu'on titrise, parce qu'on le met sous le tapis en fait. Ce qui fait que le banquier ne sait plus ni à qui il prête, ni ce qu'il prête, ni pourquoi il prête. Donc cette idéologie se développe certainement. Les banques centrales ont considéré que la montée du prix de l'immobilier ou des actions n'était pas de l'inflation. Parce que simultanément, les prix n'augmentaient pas. Et les prix n'augmentaient pas pour la raison très simple qu'il y avait la Chine et l'Inde qui fournissaient massivement de la main-d'œuvre à bon marché et donc qui pressaient sur le prix des produits. Les prix des biens n'augmentant pas, les banques centrales, aussi bien la BCE que le Federal Reserve aux États-Unis, enfin toutes les banques centrales, hésitent à casser une croissance. Elles disent d'accord, l'immobilier augmente, mais après tout, il n'y a pas d'inflation. Or, casser le crédit, c'est casser la croissance. Donc on ne sait pas arrêter une bulle sans arrêter en même temps l'économie. C'est là qu'est la difficulté. Un jour ça leur a pris l'idée que leur taudis pouvait valoir le prix d'un petit paradis. Et les agences ont dit de monter les prix, qu'il n'y avait pas que de petits profits. Puis les chiffres ont gonflé, et les esprits aussi. Les novices affolés par la flambée des prix se sont tous endettés en se faisant bercer par le discours qui dit que ça ne baissera jamais. Quand elle va péter la bulle immobilière, moi je vous garantis que les banquiers sont pas fiers. Quand il va chuter le prix de la pierre, je serais content d'être resté locataire. Il y a plein de gens qui disent que non, il n'y a pas une bulle immobilière, c'est le niveau normal des prix et pas n'importe qui. Greenspan soutient qu'il n'y a pas de bulle immobilière. Il continue à le soutenir même début 2007 dans son livre L'âge des turbulences. Il dit non, il n'y a pas de bulle immobilière et d'ailleurs il dit le prix de l'immobilier ne baissera pas. Il va continuer maintenant, il arrive à un plateau, il va rester stable. On passe d'une phase où les marchés financiers et la finance est au service de l'économie à une phase où la finance est au service de la finance. Et à partir du moment où la finance est au service de la finance, elle perd le contact avec la réalité. Mais la réalité finit un jour ou l'autre par se rappeler à notre souvenir. Quand en 2006, les taux d'intérêt commencent à monter et les prix de l'immobilier à baisser, on comprend que beaucoup d'emprunteurs américains ne pourront plus payer leur crédit et qu'il faudra les mettre à la porte de chez eux. Pourtant, on est encore très loin d'en mesurer toutes les conséquences sur le système financier. Jusqu'en juin 2004, les taux d'intérêt de la Réserve fédérale sont à 1%. Donc le ménage s'endette sur des taux à 3%. Donc tout va bien. Mais 2 ans plus tard, les taux de la Réserve fédérale américaine sont à 5,25%. Le taux de marché est à 8,5%, 9%. Le ménage américain qui payait 3%, maintenant il va payer 12%. Il ne peut pas rembourser. Donc il fait faillite. Donc s'il fait faillite, le subprime aussi fait faillite. Le remboursement que je paye aujourd'hui est très dur à assumer. Et s'il augmente, ce sera encore pire. Comme elle, aux États-Unis, plus de 2 millions de propriétaires modestes risquent de tout perdre. En cause, le système des prêts hypothécaires immobiliers.
Explication: pour acheter une maison, un particulier demande un crédit à une banque en échange d'une hypothèque sur la maison. S'il ne peut plus rembourser, la banque se paye en vendant cette maison. Mais l'immobilier est en crise, la valeur des maisons baisse. Pour compenser, les banques augmentent les remboursements. Les propriétaires ne peuvent plus suivre et les banques perdent des centaines de millions de dollars. Certaines font faillite. Voilà pourquoi la bourse a plongé. Mais des banques du monde entier ont spéculé sur ces crédits à haut risque. Ainsi, la BNP a reconnu avoir misé sur les crédits américains. Cela suffit à faire plonger les bourses européennes. L'histoire retiendra que le début de la crise, c'est le 9 août 2007, lorsque BNP Paribas, une banque française, ferme un de ses fonds, dont elle n'était plus capable d'apprécier la liquidité. C'est ça qui a donné le coup d'envoi, parce qu'on s'est dit, si même une banque française n'est pas capable d'assurer la liquidité de l'un de ses fonds, c'est que c'est plus grave que prévu. Les McHugh avaient acheté cette maison à Las Vegas, et brusquement, en septembre, les échéances augmentent de 57%. Vicky perd son travail de secrétaire. Bill, technicien de maintenance dans un casino, est licencié. C'est l'engrenage. Saisie, expulsion, camping. On était convaincus que nous avions choisi la bonne solution et que nos remboursements mensuels ne pourraient pas augmenter de plus de $100. On leur faisait confiance parce qu'ils nous répétaient que c'était la meilleure chose à faire. On ne croit jamais que ça va arriver. Ça fait mal, émotionnellement et aussi physiquement. Je n'ai rien fait pour en arriver là. Ça n'est pas ma faute, mais personne n'en a rien à faire. Tout le monde vous tourne le dos. Par un curieux retournement des choses, les McHugh risquent d'avoir bientôt pour compagnons d'infortune ceux-là même qui ont spéculé contre eux et qui les ont poussés dehors. Ces sociétés financières qui tombent comme des dominos jusqu'au cœur de Wall Street, entraînant avec elles des dizaines de milliers d'employés. Petit à petit, on commence à se rendre compte que tous les établissements ont ces actifs toxiques. C'est-à-dire que globalement, il faut imaginer une sorte de radiation nucléaire, et on pense que finalement le champ est restreint, et puis petit à petit on se promène avec un appareil et on s'aperçoit qu'il y a des radiations partout. Tout le monde est contaminé. Au début de l'année 2008, la contamination atteint l'ensemble des banques. Leur protestation de vertu ne trompe plus personne. C'est bien le système tout entier qui est gangréné par les subprimes. Comme d'habitude, les banques centrales interviennent et abaissent les taux d'intérêt. Mais cette fois, l'ardoise est tellement élevée que la baguette magique n'opère plus. Le mirage de la finance tourne au cauchemar. Les États eux-mêmes sont appelés à la rescousse. Nous traversons un passage difficile. Mais une chose est certaine, nous avons pris des mesures décisives. La Fed a agi rapidement pour ramener de l'ordre sur les marchés financiers. Le Premier ministre britannique a le visage des mauvais jours. Flanqué de son ministre des Finances, Gordon Brown doit défendre devant la presse une décision qui ne lui ressemble pas. Nationaliser presque un gros mot aux yeux de ces deux hommes, c'est pourtant bien ce qu'ils vont faire avec la banque Northern Rock. Nous aurions pu vendre Northern Rock à un privé, nous aurions pu accepter l'offre de l'homme d'affaires Richard Branson. Mais nous avons pensé, et ce ne fut pas une décision facile à prendre, que ceux que nous devions privilégier à long terme étaient les contribuables. Qui a dit que l'Amérique était libérale? L'État va procéder à une nationalisation géante, celle de deux agences de crédit ruinées par la crise de l'immobilier. Montant de l'opération, 200 milliards de dollars. L'objectif, bien sûr, est d'éviter un krach et de rassurer les marchés. Fannie Mae et Freddie Mac sont si grosses et tellement impliquées dans notre système financier que la faillite, ne serait-ce que d'une d'entre elles, aurait des conséquences incalculables sur les marchés financiers. Effectivement, un gros problème, grosse solution. Freddie Mac et Fannie Mae sont des mastodontes. Ces deux sociétés sont au bout de la chaîne du crédit immobilier aux États-Unis. Lorsqu'une banque a besoin de liquidité, elle peut revendre ses créances à l'une de ces institutions qui en devient alors propriétaire. Elles possèdent ainsi près de 50% des crédits aux États-Unis. Leur encours s'élève à 5 200 milliards de dollars, le tiers du PNB américain. Lorsque le marché est bon, que les emprunteurs remboursent généralement leurs crédits, Freddie et Fannie sont de formidables machines à sous. Mais lorsque le marché s'inverse, patatras, leurs pertes sont aussi abyssales que leurs profits jadis. Quand il y a des profits, ça va au privé. Quand il y a des problèmes, c'est pour le contribuable. C'est exactement cela. Le secrétaire au Trésor a annoncé qu'il mettait 200 milliards sur la table et procédait à une nationalisation de fait des deux sociétés. Si rien n'était fait, c'était l'effondrement des marchés. Cela aurait été 1929. On serait passé de la récession à la dépression.
200 milliards de dollars qui s'ajoutent aux 9 600 milliards de la dette américaine. Et à partir de là, c'est le château de cartes. Alors là, ouf, on intervient en hâte, à toute vitesse pour nationaliser. Donc on met de l'argent, on met de l'argent, on met de l'argent. Mais c'est de l'argent dans le sable, ça, hein, parce qu'on ne sait pas encore trop où sont les crédits pourris. Et puis on sait que tout va se propager de place financière en place financière. Sans être spécialiste de la finance, il y a des noms prestigieux que chacun connaît, Rothschild, Morgan ou Lehman Brothers. Eh bien, c'est cette dernière banque d'affaires qui est ruinée aujourd'hui. Elle annonce sa mise en faillite. C'est un coup de tonnerre dans le monde économique et aussi le signe que la fameuse crise des subprimes n'est pas du tout terminée. Nous voilà revenus au point de départ, le 15 septembre 2008. L'administration Bush, horrifiée d'avoir dû nationaliser plusieurs banques, décide de faire un exemple en laissant Lehman Brothers sombrer. Erreur fatale, la bourse n'a pas du tout apprécié et les gros ennuis ont commencé. On passe sans transition d'un mouvement d'euphorie à la panique, c'est-à-dire à un moment donné où la peur fait que tous les acteurs progressivement vont s'arrêter d'investir ou de consommer. C'est là où l'économie réelle s'enroule autour de l'économie financière. Les deux jouent l'une et l'autre vers une spirale négative terrible, quoi. La récession fait qu'il y a de plus en plus de mauvais crédits, et comme il y a plus de mauvais crédits, les banques perdent de plus en plus d'argent, elles prêtent de moins en moins, elles sont de plus en plus réticentes, et l'économie réelle tombe. La panique a gagné toutes les bourses. Le jour le plus bas, titre demain Libération. Les indicateurs passent un à un au rouge. L'industrie automobile accuse le coup. Le géant de l'acier ArcelorMittal va mettre à l'arrêt 3 hauts fourneaux. Le gouvernement islandais n'hésite pas à évoquer le risque de faillite d'État. Il n'y a pas qu'aux États-Unis, en Asie et en Europe que les marchés financiers sont aux abois. Ceux du Golfe doivent faire face en plus à l'effondrement des cours du pétrole. Pour la Grande-Bretagne, là-bas aussi c'est du jamais vu. Au pays du libéralisme, le gouvernement a donc annoncé la nationalisation partielle des principales banques du pays. Des banques qui avaient lancé un appel au secours. Rien ne semble pouvoir enrayer la crise qui s'aggrave à chaque nouvelle annonce négative. Le krach d'octobre 2008 n'est-il qu'un accès de faiblesse, comme la bourse en a souvent connu depuis 30 ans? La situation économique peut-elle s'améliorer rapidement? Vu l'ampleur de la crise actuelle, c'est malheureusement peu probable. C'est la première fois dans l'histoire qu'on a 5 continents qui sont frappés en même temps. C'est à la fois une crise immobilière, une crise des marchés financiers, une crise du crédit, une crise du système bancaire et puis une crise de l'économie réelle. Je pense qu'il va y avoir une période de calme où on va croire que tout est fini, puisque le Fonds monétaire international annonce une reprise de l'économie américaine pour 2010-2011, bien. Mais je pense qu'ensuite, la stagnation va recommencer, peut-être même avec une légère dépression, et qu'à ce moment-là, il faudra sortir et revenir à une redéfinition du partage. Parce qu'il faut voir que derrière l'économie, il y a la question du partage. Peut-être que ce sera un nouveau compromis social qui va succéder à ce compromis tout libéral des années 80. Le retour rapide à la situation d'avant, à mon avis, il n'existe pas. On aura donc une reprise extrêmement progressive, chaotique et avec des retours en arrière. Si c'est le retour à une croissance positive, je pense qu'aux États-Unis, c'est possible pour 2010 à cause de l'ampleur de la mobilisation des moyens de la politique économique. En Europe, je pense que ça ne s'améliorera pas avant 2011 et 2012 à cause de l'insuffisance des moyens de la politique économique qui ont été mobilisés. La meilleure politique de relance possible, c'est celle qui soutient l'activité d'aujourd'hui et qui prépare la compétitivité de demain. Montant du plan au total 26 milliards d'euros selon l'Élysée, l'équivalent de 1,3% du PIB, de quoi creuser le déficit. À ceux qui me disent que ça coûte cher d'investir, très bien, et ça coûte encore plus cher que de payer l'indemnisation du chômage et les allocations sociales parce qu'on a détruit de l'emploi. Barack Obama. À quelques jours de son investiture, le futur président veut frapper fort et vite, car il y a urgence à sortir le pays de la récession. Le chômage est à 7%, mais pourrait atteindre 10% en 2009 si rien n'est fait, dit-il. Son arme, un plan de relance qui pourrait atteindre 775 milliards de dollars sur 2 ans, soit 2 fois le budget de la France. Un plan sous forme de baisse d'impôts et de dépenses publiques. Il n'y a aucun doute, le coût de ce plan sera considérable. À court terme, cela va s'ajouter au déficit actuel.
Mais il est certain aussi que ne rien faire ou faire juste un peu amènerait encore plus de pertes d'emplois, de revenus et de confiance en notre économie. Pour le moment, on s'est contenté de colmater les brèches, car tous les gouvernements ont eu la même obsession quand le krach boursier s'est produit, ne pas laisser faire, comme aux États-Unis en 1929, ne pas perdre de temps, comme au Japon dans les années 90. Ils ont agi vite et fort, sans prendre de gants avec les dogmes du libéralisme. Entre les plans de relance budgétaire et les plans de sauvetage des banques, les États ont injecté au total 5 000 milliards de dollars dans l'économie mondiale. Mais avec quelles conséquences et qui va payer ? Il faut d'urgence relancer la machine, on regardera plus tard qui paye et comment on paye l'addition. Allez-y, c'est un peu une économie d'urgence. Le malade est sur la table d'opération, on le ranime d'abord avant de lui demander des comptes. Mais le risque énorme qui se profile à l'horizon, c'est de voir par l'accumulation des dettes publiques, tout à coup, une économie s'effondrer. C'est-à-dire, c'est bien pour cette raison qu'on a donné au Fonds monétaire international, on a donné récemment 1 000 milliards de dollars, c'est pour qu'ils puissent intervenir en urgence si la Hongrie s'effondre, si le Mexique s'effondre, si l'Islande s'effondre. Bon, il arrivera en disant attention, je suis là. Et les États, eux, vont être confrontés à des dettes gigantesques. Donc comment est-ce qu'on fait avec la dette ? Il y a 3 moyens. Les augmentations d'impôts, il y a l'inflation, qui est le deuxième moyen, et puis il y a surtout la croissance, qui est le seul vrai moyen de rembourser les dettes et de désendetter les États. L'objectif numéro 1 de la politique économique, c'est de faire repartir le crédit. Et que si on critique les banques, c'est pas parce qu'elles ont trop prêté, ce qui est pourtant le cas, c'est parce qu'elles prêtent pas assez aujourd'hui. Ce qui est quand même étonnant, quoi, je veux dire. Ce qui crée un truc totalement schizophrène et bizarre, où les mêmes gouvernants vous expliquent que les banquiers sont irresponsables parce qu'ils ont prêté à n'importe qui et ont déguisé le risque, et qu'en même temps, les banquiers compromettent l'économie parce qu'ils ne prêtent pas assez maintenant. Et simplement, les gouvernements n'ont pas d'autre idée aujourd'hui pour faire repartir les économies que de remettre du crédit. Or, on fait ça depuis 1987, première crise de ce type, et on a usé le modèle. Je suis un trader dépendant. Je fais des hasards de placement. À ma banque et à mes clients, j'ai fait perdre beaucoup d'argent. Avec vous, je fais le serment d'essayer chaque jour humblement de modérer mes investissements. Et pour tous ces milliards manquants, je demande pardon aux gens. Pardon. Il y a 30 ans, on a voulu se débarrasser du monstre étatique en pensant que tout irait pour le mieux. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on a enfanté un autre monstre, celui de la finance, et que la situation est encore pire. Même Alan Greenspan, ex-patron vénéré de la Banque centrale américaine et magicien de la politique monétaire pendant 2 décennies, doit admettre son erreur, une confession stupéfiante. I made a mistake in presuming that the self-interest of organizations, specifically banks and others, was such as that they were best capable of protecting their own shareholders. So the problem here is something which looked to be a very solid edifice did break down, and I think that, as I said, shocked me. I still do not fully understand why it happened. Du coup, on ne sait plus à quel saint se vouer, car trop d'incertitudes subsistent aujourd'hui. Comment contrôler les excès du système bancaire ? Comment débarrasser l'économie de son accoutumance à l'endettement ? Comment empêcher que les instincts animaux se déchaînent à nouveau sur les marchés financiers ? Le monde de la finance n'est pas soumis à la rationalité. Le monde des marchés financiers, c'est le monde où on essaye de croire qu'on peut gagner plus d'argent en prenant moins de risques. Déjà là, on est dans l'irrationalité la plus totale. La sophistication de la finance, c'est curieusement une désinvention perpétuelle pour amoindrir les risques. Et finalement, à la fin, ça les a multipliés à l'infini. Cette mathématisation à outrance de la finance, on ne nous l'a pas imposée, c'est nous-mêmes qui l'avons fait. Et de ce point de vue-là, on est tous responsables. Il n'y a pas un coupable, c'est pas un crime organisé comme certains veulent le faire croire. Ça, c'est faux. C'est peut-être bon, ça fait plaisir, ça flatte nos instincts vengeurs, mais c'est faux. Adieu les traders, adieu le jogging, les briefings à l'heure. Breitling, ouvrier, riez. Adieu les blouses grises en Chine, l'usine, en délo
dégringoler les banques. On peut rigoler, la boîte à coller, mais pousse, on va se la cour, les douces, la pilule, on va se la dorer. J'ai le parachute, chut, doré. On ne pourra jamais supprimer la spéculation des marchés financiers. Sinon, il faut fermer les marchés, tout simplement. C'est-à-dire que la spéculation fait partie de la vie des marchés. Ça a même un rôle salutaire. C'est ce qui permet de financer l'investissement innovant. C'est ce qui permet de couvrir les risques que certains ne veulent pas prendre. Par contre, la spéculation doit rester la partie émergée de l'iceberg des marchés financiers. Quand elle devient l'iceberg complet, là, c'est très dangereux. Vous êtes ici parce que vous avez une addiction aux investissements à risque. Vous êtes, je suis, nous sommes des traders compulsifs. Bonne nouvelle, il existe un moyen de s'en sortir. La méthode? Yes. You can stop. Oui, vous pouvez arrêter. Excusez-moi, c'est un C ou un E au milieu? Excusez-moi, vous avez perdu 30 ou 50 millions la semaine passée? Vous voulez vous en sortir, oui ou non? Yes. D'autres questions? Après chaque crise, on sait très bien comment éviter qu'elle ne recommence. Et en général, la crise suivante est différente. Donc, on peut dire une chose à l'avance, c'est qu'il y aura encore des crises financières à l'avenir. J'espère qu'elles seront moins graves que celles que nous traversons, mais je peux d'ores et déjà dire qu'elles seront dues à d'autres causes, parce que toutes les causes de la dernière crise seront corrigées. Les marchés, personne n'en conteste la bonne utilité dès lors qu'ils sont encadrés, dès lors que leurs excès sont limités ou interdits, dès lors qu'on les régule bien. Je ne crois pas du tout qu'on va même limiter l'innovation d'une façon générale, et dans les banques en particulier. Ce qu'il faudrait, c'est que l'innovation, au lieu d'être mise au service de la spéculation, si vous voulez, elle soit mise au service du financement de l'économie réelle et du financement des gens qui en ont besoin et qui ont des projets. Mieux encadrer le système financier, d'accord. Mais après, s'il n'y a plus la pompe à crédit pour gonfler la croissance et les créations d'emplois, il faudra bien inventer autre chose. Je pense que les financiers sont dans leur bulle financière, justement, c'est-à-dire dans leur idéologie du tout marché, dans leur idéologie de la dérégulation, et qu'ils ne voient pas les problèmes réels. Je pense qu'il faut compter sur les politiques et l'opinion, et l'exemplarité de certains. Et de ce côté-là, bon, quand vous voyez quelqu'un qui était amateur de voitures de sport comme Schwarzenegger, qui considère que désormais c'est la voiture électrique qui doit prendre le pas sur toute autre voiture, ça veut dire qu'une partie de l'élite, eh bien, commence à comprendre. Et si l'élite comprend, eh bien, le reste de la population suivra. La seule solution, c'est de trouver des industries, des secteurs qui créent des emplois raisonnablement bien qualifiés, avec des salaires raisonnablement élevés. Alors évidemment, il vient à l'esprit une chose qui est ce qu'Américain appelle le green business, c'est tout ce qui tourne autour des énergies renouvelables, de l'environnement, de l'isolation, etc. La seule bonne piste, c'est d'être capable de créer des emplois pour lesquels on a une avance sur les pays émergents. Il ne faudrait pas se faire piquer le green business par les Chinois, ce qui est une autre possibilité. C'est au fond dans les 10 prochaines années qu'on saura si, au-delà de la seule réglementation du capitalisme financier, on arrivera à réfléchir à un modèle, on va dire, social, nouveau, qui soit capable justement d'accorder plus de sécurité aux gens qu'ils n'en ont eu au cours des 20-30 dernières années. Comment assurer une prospérité durable pour le plus grand nombre? Quel rôle l'État doit-il se réserver dans le fonctionnement de l'économie? Quelle liberté peut-on raisonnablement accorder au marché? C'est beaucoup de questions à résoudre, et personne, pas même les experts, n'y a encore apporté de réponse définitive. On avance toujours en plein brouillard. Pourtant, il faudra bien que nous retrouvions une boussole, car c'est le sort du capitalisme lui-même qui se joue en ce moment.